de mal à votre planète. Salut les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Amanda Lear. Amanda Lear, bonsoir. Alors Amanda, promis, ce soir je ne ferai pas de vanne sur le fait qu'on a longtemps cru que vous étiez un homme. Ça commence bien. Non mais, je veux dire, c'est de l'histoire ancienne. J'arrête mes conneries. En plus, je sais que ça vous casse les couilles. Patrick Menucci. Alors, bonsoir. Alors, Bonsoir. Patrick, vous êtes député PS des Bouches-du-Rhône, maire du premier secteur de Marseille, habitant de Marseille vous-même, et vous êtes toujours en vie, bravo. Toujours là. Ça, c'est Marseille, hein. Yann Moix. Bonsoir. Vous publiez chez Grasset un livre dont on parle beaucoup, Naissance, un livre qui fait 1200 pages. Alessandra Sublet a fait un malaise. Et Rof. Bonsoir. Alors Rof, vous êtes tout simplement le meilleur rappeur. Un big up. En même temps, est-ce que vous êtes le meilleur rappeur? Parce qu'Abouba qui a dit que vous êtes tout pourri, en fait. Lui, il lui est arrivé d'écouter mes albums. Moi, j'ai jamais écouté ses albums. Ouais. Et il s'est comporté comme s'il avait vendu des millions d'albums alors qu'il n'en vend que 100 000. Il a dit aussi que vous étiez homosexuel. C'est pas vrai, ça. Non, lui, il est bisexuel. Moi, je suis hétérosexuel. Je suis marié. Et voilà, donc tout est dit. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Brahim Takioula, qui nous racontera comment on vit quand on mesure 2,46 m. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les Gréments de Fortune. Est-ce une fille ou un garçon? Amanda. Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? Ça recommence, non mais... Ceci étant, c'est vrai qu'il y a un mystère quand même. C'est un peu comme Jacques Vergès. Jacques Vergès, bon il est parti pendant 10 Belle ans. comparaison. On n'a jamais su où il était allé. Et il a emporté le secret dans la tombe. Et vous, finalement, on n'a jamais vraiment su si vous étiez une fille ou un garçon. Mais moi, depuis 30 ans, on sait exactement où je suis. Et Ouais. on m'a vu à poil, habillé, Ouais. jouer au cinéma, au théâtre et Écoutez, tout. je vous propose un truc. Pour nous prouver vraiment que vous êtes une femme, expliquez-nous la règle du hors-jeu. Je m'intéresse au sport, vous savez. Mais pas à celui-là. Enfin, surtout aux sportifs. Oui, je sais. Alors, vous emporterez votre secret dans votre tombe, de toute façon, non? Ben écoutez, quand je serai morte, on me datera au carbone 14. Et puis. Justement. Alors, dans Wikipédia, vous connaissez Wikipédia? Oui, d'ailleurs, mon avocat est en train de leur faire un procès puisque toutes les informations sont fausses. Il dit que vous appelez Alain Tap, que Oui, vous voilà, êtes né exactement. à Saigon, à Hong Kong Oui, ou à voilà. Hanoï, Alors là, c'est faux. Tout ce que vous avez dit, là, c'est faux. en 46, en 41 ou en 39. Oui, pourquoi pas aussi en 1912, Oui. je veux dire, au point où on en est. Oui. Non, mais on est tellement dans le surréalisme, les gens me regardent, ils voient bien que, bon, Oui, on voit bien que vous n'êtes on pas n'est né en pas 39. imbécile quand même. Non. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes super bien conservé. Hein. Regardez. Alors la première photo, c'est quand j'étais mannequin pour Paco Rabanne, Ouais. et puis la deuxième photo, c'est quand j'étais mannequin pour Jean-Paul Gaultier Mais il y a, l'hiver dernier. très voilà, peu de temps, vous avez des jambes incroyables. Hein. Oui, c'est très gentil, merci. Ça conserve de prendre de la drogue et de baiser avec des rockstars, finalement. Là. Non, parce que quand je vois mes copines de l'époque, Oui. je trouve qu'elles sont pas trop bien Non, conservées, c'est vrai. justement. Non, mais les excès, Ouais. il faut savoir s'arrêter un bon moment. Et là, je fais un métier, le théâtre, où on ne peut pas se permettre d'arriver bourré en scène. Bah non. Enfin, c'est pas possible. Alors, je rappelle pour les plus jeunes que vous avez été une égérie du Swinging London en compagnie de Marianne Faithfull Oui, voilà, c'est et mes d'Anita copines. Pallenberg, que vous avez été la maîtresse de Brian Jones, de Brian Ferry, de Mick Jagger, de David Bowie, ensemble. On c'est est pas obligé de... Ouais. On est obligé de... méchant. Et de George Harrison aussi. Oh là là, voilà. elle était mignonne, regardez, avec George Harrison. Voilà, Amanda Lear, voilà. Ça, c'était la grande période hippie, voilà, Voilà. Flower Power. Quelle On fumait époque. des joints, on mettait des Dites-moi, robes à Amanda, sexuellement, vous étiez plus Stone ou Beatles? On avait une mentalité, pour nous, l'important, c'était qu'ils soient guitaristes. Oui. Aujourd'hui, les filles, elles fantasment sur les rappeurs et Oui. sur les joueurs de foot. Ouais. Nous, c'était les guitaristes. Ensuite, il y a eu Salvador Dali. Alors, dès qu'il vous voyait, il avait une moustache qui se redressait. Hein,
Il vous Non, adorait. mais la moustache de Dali, c'est ce qui est très rigolo, c'est que comme il était très vaniteux, il se l'a maquillée. Oui. Il se mettait de la cire pour la faire tenir raide. Et avec un crayon noir, il l'a maquillée en noir. Et moi, quand il m'embrassait sur le front, à chaque fois, j'avais Vous la aviez la marque de la moustache. J'avais la marque de la moustache collée sur le front. Alors après, il y a eu le disco. Évidemment, vous avez été une disco queen. La télé en Italie avec Berlusconi. Vous avez participé à des soirées bunga bunga. Non, moi j'ai eu la chance de croiser Berlusconi avant les Bunga Bunga. Ouais. Quand je l'ai connu, c'était un patron de chaîne tout à fait convenable. Ouais. Et ce n'est qu'après que brusquement, avec la politique, est arrivé alors le pétage de plomb, les implants, tout Les le mineurs. machin. Les mineurs. Et les mineurs. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes devenue une star du boulevard. Vous êtes la nouvelle Jacqueline Maillan. C'est très flatteur. Ah non, mais c'est Je vrai. pense que j'y arrive Bah, jamais. D'ailleurs, vous avez Je n'y fait arriverai Lady jamais à la Oscar, cheville, mais bon, c'est Panique au ministère. Et aujourd'hui, vous faites Divina, Divina. qui est au Théâtre des Variétés. Alors le pitch, c'est l'histoire d'une animatrice de télé qui se fait virer et qui s'accroche pour pas devenir une ESB. Eh oui. Et donc, elle va faire des pieds et des mains pour revenir sur le devant et avoir de nouveau une émission, quitte à s'humilier, à aller sur le câble. Vous vous rendez compte, l'horreur, Ouais, elle va la sur le honte. câble. On regarde à quoi ça ressemble. C'est s'est passé aujourd'hui. Notre patronne est virée et nous aussi par la même occasion. Je suis Claire Bartoli, dites la Divina. Elle est renvoyée de sa chaîne de télévision et c'est moi qui vais certainement, voire même très certainement, devoir le lui apprendre. Nous avons 48 heures maximum pour trouver une chaîne qui nous reprenne immédiatement. Je ne vais pas laisser piétiner par ce producteur. Hein. Cette bonne femme, c'est le genre, tu lui donnes ça, elle te prend ça. On se calme, ma jolie, je vous rappelle que la mode, c'est moi qui la lance. Antenne dans une minute. Passage extraordinaire. Excuse-le, ma chérie, il a une boule de mozzarella à la place du cerveau. Voilà Divina, Amanda Lear, au Théâtre des Variétés. Bah, elle est très méchante, hein. Ouais. Ah, elle est très méchante. C'est une caricature. On s'y inspire un peu de ces femmes américaines, vous savez, genre Anna Wintour, Oui. Le diable s'habille en Prada, tout ça. C'est autoritaire, tyrannique, Madame Je sais tout. Oui, c'est pas un rôle de composition. Ah ben elle est finalement. odieuse. Ben oui, c'est votre composition. Alors vous avez déclaré, ma rencontre avec le théâtre a été un coup de foudre. Oui. Quand on joue une pièce, on ne sort plus. Ah ben c'est fini. On n'a plus de vie sexuelle. Fini. Ben, c'est un bon souvenir. Vous n'avez pas retrouvé l'amour depuis le bel Italien qui vous a Le bel trompé Italien avec qui m'a- la Miss Météo. En plus, il a fait un gosse, oui. Quelle Bon, tant horreur. mieux, je suis contente pour lui. Oui, d'accord, Enfin, mais- je veux dire, un, se méfier des Miss Météo, et deux, et aussi et des Italiens, voilà. Et vous êtes la marraine du petit, j'espère. Pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a eu le petit pêcheur, là, qui avait 20 ans sur le port de Naples, là. Comment vous êtes au courant du petit pêcheur? Le petit pêcheur, le petit pêcheur. Vous en êtes où avec lui? Mais non, il était très mignon. Je le voyais au loin, il était en train de décharger des cajots de poissons. Et ça m'excitait parce qu'il avait des abdos. Non, il était super, il était au soleil, tout bronzé, avec des abdos d'enfer et tout. Et donc, je regardais ce petit pêcheur, je trouvais vraiment très mignon. Et voilà, j'ai engagé la conversation avec lui. Voilà. Et ça va? Vous l'avez plus revu? Oh, il m'envoie des textos. Mais il faut les comprendre, les textos, c'est ça le problème. Rof, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, Rof, là. Ça, c'est une vieille chanson. Moi, j'adore cette chanson. C'est comme ça que je vous ai connu. Elle est vieille, mais Elle est top. intemporelle. Ah ouais. Featuring Nati. Hein. Ouais, elle met de bonne humeur. Vous dites, il n'y a pas meilleur rappeur que moi. Mais tous les rappeurs disent ça, en fait. Hein. Alors, c'est quoi le critère pour être le meilleur rappeur? Est-ce que c'est celui qui vend le plus? Est-ce que c'est celui qui a la plus belle meuf dans son clip? Ou est-ce que c'est celui qui a un 357 Magnum? Je pense que c'est au public de répondre. C'est vous qui vendez beaucoup, hein. J'ai vendu, et mon album vient de sortir lundi. Ça va recommencer, là. Ah, j'espère. Alors, évidemment, comme tous les rappeurs se proclament le meilleur rappeur, il y a des clashs. Vous, Booba, vous avez dit que c'est un guignol attardé mental. En fait, pour moi, c'est en quelque sorte le Michael Vendetta du hip-hop. Oh là là là! Pas plus narcissique que Booba. Ouais. Donc, avec tous les bonhommes que je connais, j'ai du mal à croire Alors- que c'est un vrai bonhomme, quoi. Bon, alors, en tout cas, votre nouvel album démarre très fort. Ça s'appelle Pouvoir, Danger, Respect, Game. On regarde à quoi ça ressemble. J'accélère, j'accélère, j'accélère,
sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher d'yèche. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau rêche. Calage poésie, l'expression du malaise. Le chaos vient de la droite, ma gauche vient pas de Corrèze. Ramène les CRS, ou sa genouille qui est devant Dieu. N'essaie pas de te racheter, t'as jugé pendu. Nous on fait des sous, eux ne pensent qu'au cul. J'ai pilé quelques filles, bien le reste je m'en rappelle plus. Faut que le tueur fut, je demeure invaincu. Le savoir est une arme, je mets jamais la sécu. J'accélère, extrait de PDRG, le 7e album de Rof. Je pense que Booba, il va suivre vos conseils, il va les suicider, moi. Booba, il souffre de haine. Ouais. C'est un c'est petit vrai. jaloux. Alors voilà, mes enfants, le sultan des Comores is back. Alors, vous êtes d'origine comorienne, de la Grande Comore. Votre père était imam, il a fait ses études en URSS et ensuite de la politique aux Comores. Il a combattu pour l'indépendance des Comores. Votre mère divorce, part en France. Vous êtes arrivé en France en 1984, vers 7-8 ans. Vous avez quitté rapidement l'école pour vous lancer dans le rap. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir quitté l'école? Passer le bac, au moins, j'aurais bien voulu. Vous voulez le passer maintenant? Il est jamais trop tard. Hein. Et Booba, il est allé jusqu'à quelle classe, lui? J'en sais rien, ça. Il m'intéresse pas, j'en sais rien. Alors, vous vous faites remarquer très vite par vos sons, et puis aussi pour avoir tiré sur des gens à la sortie d'une boîte de nuit à Vitry-sur-Seine. Vous êtes condamné à 4 ans de prison, mais vous n'êtes pas incarcéré. Pourquoi? Parce que j'ai un bon avocat. Ah ouais. Ensuite, vous êtes interpellé par la police pour port d'armes, un 357 Magnum. Cette fois, vous prenez 5 mois à Fresnes, et là, votre mère, elle est effondrée, non? Ça lui a fait mal, mais bon, en même temps, la prison, pour moi, c'était un petit passage, quoi. Alors, vous sortez le soir du concert de 50 Cent, où vous assurez la première partie. C'est énorme. C'est nous faire un changement, quand même. J'ai eu très, très mal à la tête ce soir-là. Ouais. Parce que j'étais seul dans ma cellule. Et quand je suis arrivé, il y avait un Bercy quasi comble. Ça m'a fait tout drôle, quoi. Ensuite, vous êtes en liberté conditionnelle avec un bracelet électronique, mais en or. C'était mon premier bling-bling. Voilà. Et puis ce soir, il y a le Stade de France dans Courban Pis 3, avec Ayam, Orelsan, Maître Gims, Youssoufa, Lafouine et Stromae. Je vais aller attraper du public pour moi. Parce que ma musique est complètement différente de ce qui va se jouer à côté. Disons que là, on va jouer du vrai rap, quoi. Voilà, mesdames, messieurs, le sultan des Comores, is back, Rof. Voilà, c'était la perle de SLT. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la Terre. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie d'Amanda Lear, de Patrick Menucci, de Yann Moix et de Rof. Yann Moix, rebonsoir. Vous êtes écrivain, réalisateur, critique. Vous êtes ici ce soir pour ce livre que tout le monde attendait depuis des années, un livre formidable, Pardon pour Cinéman, où vous vous excusez personnellement auprès des 300 000 spectateurs du film. Ils ont perdu 1h30 et 20 €. Pathé, ils ont perdu 23 millions d'euros. Oui, moi, 5 ans de ma vie. Donc Oui. tout le monde dans Tout le l'histoire monde s'y a retrouve, perdu. oui. Et vous avez eu le Gérard du pire film jamais réalisé. Oui. C'est un drame. Voilà, il y a même eu des demandes de remboursement pour les projections gratuites. Ouais. Alors, une seule personne a dit du bien, Bernard-Henri Lévy. Il a dit un film qui fera date. Et c'est vrai que vous aviez dit du bien de son film Le jour et la nuit. Alors, ou vous êtes très potes, ou vous avez des goûts de merde. Il ne le savait. Non, mais il ne le savait pas, mais en fait, il avait raison. Car en Corée du Nord, à Pyongyang, les gens adorent Cinéman, figurez-vous. Vous savez qu'à Guantanamo, les Américains utilisent le film pour torturer les prisonniers, quand même. Ouais. J'en suis assez flatté, je dois dire. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Pardon pour Cinéman. Un big up. Vous publiez pour de vrai chez Grasset Naissance, qui est le livre événement de la rentrée, qui est unanimement salué par la critique, qui est déjà présélectionné pour les 4 grands prix littéraires. Il y a 2 solutions. Ou le livre est bien, ou comme il fait 1200 pages, personne ne l'a lu. Les deux à la fois. Alors, Frédéric Becbédé a parlé de votre livre comme du monument de l'année. J'en déduis que vous êtes toujours très pote. Oui.
J'aime beaucoup de Bec BD. Oui. Alors, est-ce que c'est un grand livre ou un gros livre, sérieusement? Les deux, l'un n'exclut pas l'autre. Vous savez, on pense que les romans, c'est quelque chose de formaté. Oui. En fait, on a tort. Les romans, ça a toujours été ça. C'est les autres romans qui ne sont pas normaux. Oui. C'est les autres romans, les ovnis. Alors, vous avez déclaré, je me considère comme le meilleur écrivain français vivant. C'est un peu comme Roff, quoi. C'est mon côté rappeur, si vous voulez, sauf que j'ai pas de flingue dans ma poche. Oui, voilà. Alors, vous y racontez votre double naissance, donc naissance en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, une langue absolument prolixe, inventive, triturée jusqu'à l'épuisement. C'est drôle, c'est émouvant, c'est provoquant, c'est tragique, c'est insupportable. Moi, je pensais que naître, c'était biologique, c'était fait une fois pour toutes. On m'avait pas dit qu'il fallait naître tous les jours, toute sa vie. Et en fait, c'est très long. Ça prend une petite 50aine d'années. Je naîtrai dans 5 ans, je pense. Alors, on parlait beaucoup de vos parents. Vous avez été un enfant mal aimé. Il y a une phrase que j'adore dans le livre, c'est « Tandis que ma mère poussait », donc on parle de la naissance, « Tandis que ma mère poussait, mon père repoussait ». Oui, le moment où je sors de ma mère, c'est les 450 premières pages du livre. Oui, non mais... Non, c'est un petit guide de lecture, quoi. Oui, c'est bien, vous êtes vraiment fou. Alors, vous racontez votre obsession de la judéité, vous expliquez que vous êtes né circoncis et qu'on vous a greffé un prépuce après. Alors, c'est le personnage, moi ça m'est pas arrivé, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais en fait, c'est le personnage, le narrateur. Effectivement, ses parents le haïssent, mais manque de bol, il naît déjà juif, circoncis. Et les parents se disent, ça fait double emploi, on n'avait pas besoin d'être antisémite pour le détester. Oui, c'est vrai qu'ils sont très antisémites. Vous dites, je revendique le droit d'être juif sans avoir de mère juive. Oui, je pense que l'explication de la judéité par le sang est pas une aberration, mais il y a d'autres manières de définir les juifs. Par l'étude, par les textes, par l'art aussi, par la littérature, par la parole. Vous n'avez pas eu envie de vous faire appeler Ben Moix, non? Non, parce que Moix déjà est juif, je viens des Maranes. Oui, alors c'est ça, parce que vous êtes persuadé que vous descendez de Maranes et que Moix vient de Moïse. C'est à peu près avéré, en fait. Ah ouais? Oui, on a remonté la généalogie jusqu'au XVIe siècle. Effectivement, je viens d'une famille de Maranes. Vous savez, des Maranes qui ont été empêchés de pratiquer leur religion. Par Isabelle la catholique en Espagne. Voilà, exactement. Et ça définit bien l'écrivain que de se cacher, que de paraître quelque chose pour, en fait, à l'intérieur, faire une œuvre qui n'a rien à voir avec les apparences. Donc Moix, ça vient vraiment de Moïse? Oui, Moïse, Moix. Mais alors, votre mère n'était pas juive, mais votre père n'était pas dans le textile quand même, non? Non. Alors je conseille la lecture de ce livre qui est époustouflant, c'est vrai, il faut le dire, quoi. C'est quand même l'événement de la rentrée, quoi. Si vous le dites, je vous crois. Et maintenant, profitons d'avoir Yann Moix sous la main. On va faire une interview tir au pigeon. François Hollande. Un futur chômeur. Oui. Marine Le Pen. Le front bas national. Audrey Pulvar. Une paire de lunettes restée sur le carreau. Bernard-Henri Lévy. Un poète libyen. Bravo. Stéphane Guillon. Le salaire de l'aigreur. Laurent Delahousse. Je dirais que c'est Laurence Ferrari après l'opération. Laurence Ferrari. Eh bien, c'est Laurent Delahousse après la réopération. Éric Zemmour. Le Gargamel du Figaro. Laurent Ruquier. Bouvard, mais sans la grosse tête. Michel Houellebecq. Le Droupi des Partouzes. Ouais, c'est pas faux. Ariel Dombal. Avec Ariel, les chemises de BHL sont plus blanches. Bravo, bravo. Ah, il est bon, là. Nicolas Sarkozy. Un De Funès qui ne jouerait que dans le gendarme. Cyril Hanouna. Le téléachat du rire. Alessandra Sublet. Une laitue qui regarde sa feuille. Sophia Aram. Une ambulance qu'on a envie de tirer. Quel talent. Zaya. Un instrument avant. Nabila. Une téléphoniste arabe. Arnaud Montebourg. Alors, pour faire plaisir à Amanda, une phrase de Dali, tant d'arrivisme pour si peu d'arrivage. Oh là 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 là. Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il adore les gens qui sont sans travail, sans famille, sans patrie, c'est donc Pétain à l'envers. Votre père. Une mauvaise rencontre. Votre mère. Un endroit dont il faut sortir le plus vite possible. Yann Moix. Un très grand écrivain doublé d'un très 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 grand modeste. Bravo.
Patrick Menucci, rebonsoir. Vous êtes député PS des Bouches-du-Rhône, maire du premier secteur de Marseille. Vous êtes candidat à la primaire socialiste de Marseille. Et vous publiez chez Pygmalion « Nous, les Marseillais ». Ah, nous, les Marseillais. Je vais vous dire un truc, Patrick. On vous aime. Vous savez pourquoi on vous aime? Parce que vous avez une tête à vous faire descendre par Lino Ventura dans un film d'Henri Verneuil. Non, mais... Tant que c'est pas par Jean-Claude Godet, c'est pas grave. Alors, Marseille, donc 15 assassinats en moins de 6 mois. La vie d'un homme ne vaut pas grand-chose à Marseille. Ça doit mettre une sacrée pression sur les joueurs de l'OM, non? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, ben, vous pouvez jouer à GTA V, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait Marseille, ça. On est en train de s'amuser. Marseille, c'est ni la carte postale qu'on décrit. C'est pas non plus Pagnol. Hein. Ni les règlements de code. Marseille, c'est 868 000 personnes, dont 99% veulent que leurs enfants réussissent à l'école, que leurs familles grandissent, qu'ils aient du travail et qu'ils soient heureux. C'est ça, Marseille. Alors, qui va sauver Marseille? On en parlera dans le débat d'actu tout à l'heure. Mais une chose est sûre, Hollande n'enverra pas l'armée sans l'appui d'Obama. Hein. Vous êtes au courant, quand même. Alors, vous avez fait un livre qui s'appelle « Nous, les Marseillais ». Vous racontez les origines italiennes de votre famille, votre enfance à la Cabucelle. Donc là, vous étiez copain, en fait, avec les Livy, c'est-à-dire Yves Montand. Pas moi, mon père. Ouais. Voilà, c'était dans les années 20. La Cabucelle, c'est un endroit où, petit à petit, toutes les immigrations sont arrivées. Les Italiens, c'est là qu'on a reçu les Arméniens, quand ils sont arrivés après le génocide de l'État turc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Comoréens, il y a beaucoup les dernières populations... Viennent toutes à la Cabucelle. Voilà. Marseille est la deuxième capitale des Comores. Ah oui, Marseille. Il y a plus de Comoriens à Marseille, pratiquement. Oui. Alors, vous racontez qu'après Sciences Po et vos débuts en politique, vous vous retrouvez avec une famille sur les bras, sans boulot en vue, et là, vous devenez garagiste. Oui, j'ai acheté un petit garage, et j'en ai fait un grand garage. Vendiez des Renault. Oui, Renault Timone à Marseille. Ok, et vendre des bagnoles pour le baratin électoral, c'est génial, non? Vous avez eu un restaurant de pâtes aussi. Oui, le Piazza Marest, un des meilleurs de Marseille. Hein. Ouais. C'est des pâtes vénitiennes, des pâtes à l'encre de sèche, des pâtes aux gambas. Voilà. Sympa. Alors, vous qui connaissez bien les Renault, comment ça se fait qu'on a toujours l'air con quand on est dans une Kangoo? Je vais vous dire à ma femme parce qu'elle en a une jaune. Oh putain. Excusez-moi. Ah, non. Alors, on va faire une interview très compliquée, là, Patrick. Moi, je vais vous poser des questions avec l'accent, et vous allez me répondre avec un accent pointu, comme Monsieur Brun. C'est pas gagné. Moi, je fais bon. Merde. Allez. Oh, addio Menucci, comment ça va? Bien, Thierry, il pleut. T'as pas un peu pris, toi? Faut y aller mollo. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux avec ce restaurant de pâtes? Et tu penses quoi de la situation à Marseille, toi? Bonne mère, c'est compliqué quand même, non? C'est une situation où il faudrait que Patrick Menucci gagne la primaire pour pouvoir battre Jean-Claude Gaudin. On fait quoi contre les fadas qui désignent à tout va, là? Écoute, on n'envoie pas l'armée, il faut renforcer la juridiction interrégionale avec des douaniers, des inspecteurs d'impôts. Non, tu le perds, le truc, là. Eh ouais, mais j'y arrive pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis, honnêtement, c'est dur pour moi. Hein. Et on va quand même pas appeler la police, ils sont pires que les bandits. Non, l'affaire de la BAC Nord, c'est un peu dégonflé, gars. Il n'y arrive plus. J'y arrive plus. Il n'y arrive plus. J'ai une grande difficulté à ça. J'y suis jamais arrivé. Je connais des gens qui font de la politique à Marseille qui, dès qu'ils sont à Paris, changent d'accent. Mais Carlotti. Ah oui, peut-être. Carlotti à la Marseille. Oh, bonjour, comment ça va? Et dès qu'elle est à Paris, il dit bonjour. Non, mais c'est vrai. Ben, tu vois, moi, j'y arrive pas. Toi, tu y arrives. Mais si, tu y arrives très bien. Non, mais ceux qui font ce changement-là, quand ils arrivent à Paris ou quand ils sortent de Marseille, c'est parce qu'ils ont l'idée qu'on les prendra moins au sérieux s'ils parlent avec leur accent. Et pourquoi je voterai pour toi comme maire? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi, toi? Si tu veux, moi, ce que je pense... Putain, non. Naïf, tu veux que je continue? Oui, une fois. C'est pas possible, j'y arrive pas. Écoute, je pense que ce qui est important à Marseille, c'est le développement économique. Il nous manque 122 000 emplois salariés privés par rapport à Lyon. Pense au PSG. J'y arrive pas. Il est sympa, ce Menucci. Grande couillon.
On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Stéphane Ravier, candidat FN au municipal à Marseille, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous parlerons de Marseille. Qui peut sauver la ville ? Bonjour Marseille, dans le beau ciel du midi. Qu'est-ce qui pourrait bien sauver Marseille ? Par rapport au nombre d'habitants, Marseille est la ville de France dans laquelle il y a le plus d'agressions, le plus de cambriolages et aussi le plus de braquages. Faut admettre que lorsque les trafiquants de drogue en arrivent à se tirer dessus à la Kalachnikov en pleine rue, ça finit par stresser tout le monde. Alors, que faire ? Jean-Claude Gaudin, maire depuis 18 ans, pense que ça irait déjà mieux si les journalistes parlaient un peu plus de son nouveau musée et beaucoup moins des fusillades. Côté socialiste, en principe, on est contre le tout répressif. Mais à Marseille, c'est pas pareil. Les candidats à la primaire du PS sont partisans des méthodes musclées. Eugène Caselli veut prendre exemple sur le Mexique en utilisant des drones pour surveiller les quartiers où la police ne peut plus entrer. Henri Gibraïel réclame des escadrons de choc comme ceux qui combattent les narcotrafiquants dans les favelas de Rio. Sans oublier Samia Ghali qui réclame l'intervention de l'armée. Puisqu'il n'est plus question d'attaquer la Syrie, nos soldats pourraient se lancer à l'assaut des cités. Mais bon sang, qui va sauver Marseille ? Faudrait un milliardaire chinois pour investir à l'OM et gagner la Champions League. Ou alors, le retour de Bernard Tapie. Mais il y a un doute, est-ce que ce sera au Beaumet ou à la mairie ? Sinon, dans le genre populiste, il y aurait bien le Front National. Mais quitte à dire n'importe quoi, pourquoi ne pas légaliser le cannabis ? Les guetteurs deviendraient des agents de sécurité, les dealers deviendraient d'honnêtes commerçants, ils paieraient tous des charges sociales et la drogue serait surtaxée, comme l'alcool ou le tabac. Enfin des recettes fiscales pour désendetter la ville. Sur le plan économique, pas de doute, ce serait la meilleure solution. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Stéphane Ravier, bonsoir. Vous êtes candidat Front National pour les municipales de Marseille en 2014. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, qui peut sauver Marseille ? Donc la première hypothèse, évidemment, c'est Stéphane Ravier et le FN. C'est le boulevard Ravier. Vous êtes crédité de 25% dans les sondages. Alors évidemment, c'est le cocktail idéal pour le FN. Insécurité, corruption, immigration. Vous dites d'ailleurs, Stéphane, les voix, j'ai qu'à me baisser pour les ramasser. C'est vrai que c'est un boulevard pour vous aujourd'hui, Marseille. Oui, c'est un boulevard. Je m'en réjouis pas nécessairement. Moi, je ne me réjouis pas que Marseille fasse la une des journaux parce qu'il s'y passe des meurtres, des trafics de drogue, etc. Mais nous l'avions prévu. C'est en 2007, j'étais déjà dans une campagne municipale et j'ai demandé que l'on prenne en compte cette insécurité qui virait à la barbarie. On m'a ri au nez. On m'a dit que je voulais monter les Marseillais les uns contre les autres. Et voilà, aujourd'hui, tout prouve que j'avais raison. Les Marseillais m'ont son gré. Alors, imaginons, vous êtes maire de Marseille, vous faites quoi ? Il y a deux maillons dans la chaîne essentielle de la sécurité. Le premier et le dernier. Le premier, c'est une classe politique qui soit exemplaire. Ouais. On ne peut pas demander aux jeunes de ne plus être des crapules à capuche quand les gros sont des crapules à cocarde. Quand on a un président du Conseil général qui est mis en examen à trois reprises notamment pour association de malfaiteurs. Quand nous avons une députée des quartiers nord, socialiste, Sylvie Andrieux, qui a été condamnée à 1 an de prison ferme pour avoir détourné de l'argent à son profit électoral, de l'argent destiné aux quartiers en difficulté. Quand ce sont ces gens-là qui se réunissent pour établir un plan sur la sécurité et qui disent à ces jeunes, respectez la loi, vous savez, il faut suivre... Mais on n'est pas crédible. Vous faites allusion à la réunion qui a eu lieu avec Valls à Marseille. C'était censé être un pacte national. Oui. Et c'était un pacte UMPS, puisque le Front National en a été exclu. Oui. Donc voilà les gens qui se sont réunis, les responsables. J'ai compris. On n'est pas crédible dans ces conditions. Ça vous a choqué de voir Guérini, vous ? Alors, moi, je l'ai dit. Vous avez dit, quand on est sur un escalier, on commence par le haut. On commence par le haut, parce que c'est vrai que l'exemplarité, c'est un élément tout à fait important de la gestion politique. Guérini, vous n'avez pas toujours été contre. Regardez. On peut aller à Disneyland si on a envie de rêver, mais dans une élection municipale, ce que je crois, c'est qu'il faut regarder ses intérêts. Et l'intérêt des Marseillais, c'est d'élire Jean-Noël Guérini. Bien sûr, mais j'étais son directeur de campagne, mais moi je ne savais pas quand j'étais son directeur de campagne qu'il avait des liens avec la mafia, personne ne le savait, et si quelqu'un aujourd'hui dit « vous le saviez », ben qu'il
qu'il aurait dû faire un article 40 à l'époque pour dire à la justice ce qu'il savait. Vous dites qu'il le savait, Menucci, ou qu'il ne le savait pas? Si Patrick Menucci a bien dénoncé la présence de Jean-Noël Guérini, il a dénoncé un rival, pas un système, puisqu'il n'a pas dénoncé la présence de Sylvie Andrieux, qui, elle, a été condamnée. Bon, il n'a pas dénoncé une collègue de travail. Voilà. Bon. Le dernier maillon de la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la justice. Si la justice est injuste, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, nous avons Mme Taubira qui a annoncé qu'elle allait vider les prisons. Elle prend le pas, si j'ose dire, de Mme Rachida Dati, qui, elle, déjà, avait commencé à les vider. Ouais. Bon, la police, qu'elle soit municipale, qu'elle soit nationale, vous pouvez envoyer l'armée, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, parce que la police sait faire. Elle sait où le faire, avec qui le faire. Elle connaît tous les trafiquants. Mais elle n'a pas fini de taper son rapport que le procureur a déjà décidé qu'il fallait les libérer. Parce que nous avons une justice laxiste. Bien. Alors maintenant, deuxième hypothèse, les socialistes. Alors là, c'est un peu, excusez-moi, le concours Lépine sécuritaire. Il y a Samia Ghali, effectivement, qui veut envoyer l'armée. Jean-Eugène Caselli qui veut envoyer des drones. Il dit ça se fait à Mexico, pourquoi on ne le ferait pas à Marseille? Guérini est d'accord, d'ailleurs, il dit que ça coûtera 1 million d'euros, il n'y a pas de problème. Je le finance, dit-il. À ce moment-là, Malika Benhamar, du collectif du 1er juin, qu'on a reçu ici, d'ailleurs, dit « Ils font comme si nos quartiers étaient irrécupérables ». Effectivement, quand on envoie des drones, bon. Il y a Henri Gibrayel qui, lui, veut envoyer des compagnies d'opérations spéciales. Et puis, il y a Marie Arlette. Alors, elle a un gilet pare-balles, voilà. Mais non, elle, c'est contre l'UMP, son gilet pare-balles. Alors, ce concours Lépine sécuritaire... J'ai remarqué que j'y participe pas. Non, j'ai vu, effectivement. J'y participe pas parce que je pense que d'abord la police marseillaise, en matière de trafic de drogue, on a besoin de renforcer le GIRS, la juridiction interrégionale qui est sous les ordres du parquet. On a besoin d'inspecteurs d'impôts, on a besoin de douaniers, on a besoin de policiers de PJ, de gens qui sont infiltrés. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de drones ou on n'a pas besoin d'armées. Et d'ailleurs, il y a des résultats. Il y a un mois, on a saisi 1 300 000 euros dans la cité de la Castellane, ce qui montre quand même le niveau financier de ces affaires-là. Donc à Marseille, il faut de la répression, bien sûr, mais il faut surtout se concentrer sur la question du développement économique. Moi, j'excuse personne, mais je fais simplement un constat. Nous sommes dans la ville la plus pauvre du pays. 30% des gens vivent sous le seuil de pauvreté et il nous manque 122 000 emplois sur la métropole, 50 000 sur la ville. Et donc je crois que le rôle vraiment du prochain maire, c'est de tenir les deux bouts, de travailler sur la sécurité, mais de faire du développement économique pour faire sortir cette ville de la situation dans laquelle elle est. Et ça, c'est clair, c'est pas le Front National qui le fera. Bien. Alors, Yann, vous pensez quoi de cette histoire de Marseille, là? Parce que ça focalise quand même l'attention nationale depuis pas mal de temps. Je pense qu'on vit un peu dans une fiction. Les choses ne sont pas si graves que ça. J'adore la ville de Marseille, qui peut être violente parfois, mais qui est beaucoup moins agressive que la ville de Paris. Ouais. Il faut prendre quand même la réalité en face. Jean-Claude Gaudin, lui, s'est muré dans son bureau de directeur de l'Office de tourisme et nous répète à l'envi que parce qu'il y a des touristes, eh bien, cela permet de mettre à bas cette image que certains donneraient de Marseille de façon très exagérée. Il y a une réalité, les 26 agressions par jour, parce qu'il y a ce problème de trafic de drogue qui conduisent à des règlements de compte spectaculaires. Très sincèrement, ça ne fait ni chaud ni froid aux Marseillais, si ce n'est le climat que ça peut faire régner, mais c'est... C'est absolument incroyable de dire que les règlements de compte ne font ni chaud ni froid. Que les crapules entre elles règlent leur compte. C'est leur façon de se licencier, c'est comme ça. Permets-moi quand même, la façon dont Ravier dit les Marseillais n'ont rien à fiche des règlements de compte. C'est incroyable une chose pareille. C'est la vérité. Non, c'est pas vrai. Les Marseillais, effectivement, ils ne connaissent pas les gens qui tombent dans ces règlements de compte, mais ils sont furieux que ça ait lieu. Et ils ont bien raison. Et je suis quand même très surpris que vous puissiez dire une chose pareille, mais c'est sans doute parce que les règlements de compte, vous connaissez, parce qu'il y a 20 ans, c'est vos couleurs d'affiche qui ont tué Ibrahim Ali aux Égalades et qui ont tiré. Ça, on le sait, et tout le monde s'en rappelle. Ce qui exaspère les Marseillais, ce sont les agressions violentes au quotidien pour un collier en or, pour un sac. Des personnes âgées, des jeunes femmes enceintes se font traîner sur le bitume, et ça ne paraît même plus dans les faits divers. Il est quand même de notre devoir de le dénoncer. Qu'est-ce que vous faites contre ça, Stéphane Ravier? J'utiliserai les moyens du maire. Moi, je m'inscris dans le cadre de la loi. Et je ferai en sorte que la police municipale ne soit plus là simplement pour verbaliser. Ça sera une police de sécurisation. J'en triplerai les effectifs. Et donc vous donnerez à la police municipale une nouvelle police le droit municipale. de porter des armes. Elle portera les armes. Elle sera déployée sur l'ensemble de la ville, au service des Marseillais, des commerçants, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il y a une solution, remarquez. Comme le suggérait Blacko, mais sous forme de boutade, est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser le cannabis?
On pourrait légaliser le viol aussi. Non, parce que le viol. Moi, je fume du cannabis, je viole pas des femmes. Mais le viol, finalement, c'est un rapport amoureux qu'une partie des deux souhaite. La deuxième pourrait faire un effort. Oui, mais finalement, si je suis votre raisonnement, c'est la même chose. On pourrait légaliser le viol et légaliser aussi, je sais pas, le vol de voiture. Mais Nucci, alors qu'est-ce qu'il faut? La question qui est posée aujourd'hui, c'est quand même qu'il faut, pour régler ces problèmes-là, il faut un peu de sérieux. On peut raconter, faire la course à l'échalote. Moi, je vous parle de la légalisation du cannabis. Moi, sur la légalisation du cannabis, je n'y suis pas favorable. Mais j'accepte le débat public. Alors, vous connaissez Philippe Pujol, qui est journaliste à la Marseillaise? Très bien. Pujol, lui, dit à Marseille, on a besoin de tout sauf d'un homme à poigne, parce que le bombage de torse à la Sarkozy, ça n'arrange rien. Et pour lui, en fait, il dit, plus que l'immigration et le communautarisme, ce qui est le problème de Marseille, c'est la disparition des classes moyennes. C'est-à-dire que, comme dans les villes d'Amérique du Sud, il y a des très riches, il y a des très pauvres, et il n'y a plus personne au milieu. Et finalement, c'est l'affrontement entre ces deux pôles qui crée... Vous êtes d'accord avec ça? Parce que la classe moyenne quitte Marseille parce qu'elle n'en peut plus de l'immigration et de l'insécurité. Ouais. Voilà pourquoi. Les gens qui partent de Marseille, ça fait 30 ans, c'est avec l'effondrement du commerce colonial et le fait qu'on a envoyé les entreprises à l'extérieur de Marseille sans construire les transports en commun. Ce qui est quand même un petit problème pour se déplacer quand on veut travailler. La véritable question aujourd'hui, c'est qu'à Marseille, il nous manque des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises de 200-250 salariés qui font 5-6 millions de chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faut implanter à Marseille si on veut avoir un renouveau de cette ville. C'est ça qui est décisif. Le problème de Marseille, c'est intéressant d'ailleurs, le problème de Marseille aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les colonies, que Marseille, c'est le grand port colonial de la France. Pendant des années, on a fait marcher notre port avec les colonies et on payait les matières premières au prix qu'on décidait, puisqu'on était les colonisateurs. Le jour où les colonisés sont devenus indépendants, ils nous ont fait payer le vrai prix et on a eu un effondrement d'un certain nombre d'industries à Marseille. Ça, tout le monde peut le comprendre. Le mot de la fin, Rof. Je suis plus d'accord avec ce qu'il a dit qu'avec ce qu'il a dit. D'accord. Pour le pouvoir d'achat. Yann Moix. Moi, ce qui me choque, c'est d'entendre dire que pour avoir des voix, il suffit de se baisser pour les ramasser. J'ai plutôt l'impression qu'il suffit de s'abaisser pour les ramasser. Bravo. Bien. Amanda. Vous savez, on m'a cambriolé plusieurs fois, on m'a arraché mon sac à main encore il y a quelques mois. Et ce qui me choque souvent, c'est lorsqu'il dit on arrête les jeunes qui font ça et on les relâche quelques heures après. Ça, c'est une chose que je comprends pas. C'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Amanda, merci d'avoir été avec nous. On vous laisse partir pour être sur scène. Voilà. C'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Brahim Takiula qui nous racontera comment on vit quand on mesure 2,48 m. A tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Menucci, Yann Moix, Rof. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Brahim Takiula. Bonsoir. Alors, Brahim Takiula, vous mesurez 2,46 m et vous êtes le deuxième homme le plus grand du monde après le Turc Sultan Kösen, qui mesure 5 cm de plus que vous, soit 2,51 m. Mais question pompe, c'est vous qui avez les plus grands pieds. À 2,46 m, la vie quotidienne devient terriblement compliquée. Toilettes, vêtements, ménage, transport, tout est problématique. Alors depuis des années, vous vous courbez, vous vous pliez, vous vous baissez pour notre monde prévu pour les moins de 2 mètres. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Bonsoir. C'est pas Hollande qui disait qu'il comptait sur une défaite de Merkel aux législatives? Oui. Putain de visionnaire, hein. Raté. Quand il se retirera de la politique, il pourra toujours faire l'horoscope sur RTL. Enfin, tu sais, c'est un truc.
Oui, Merkel a bien gagné. Bon, c'est un triomphe, mais ça n'a pas été le faste non plus, quoi. Les Boches, c'est plus ce que c'était, quoi. C'est pas... Pas de parade sur les champs, personne rue Lauriston, je me sentais bien seul au Lutetia. Enfin, à propos de guerre, hey, Patoche, enfin, pardon, monsieur Melucci, ça n'a pas été trop dur de traverser les checkpoints que tiennent les chebabs des quartiers nord de Marseille pour... Non, parce que c'est fou, hein, en 3 heures de TGV, Paris-Marseille, t'es en zone libre, enfin, ça doit faire quelque chose de... Je sais pas. En tout cas, pour votre demande de tout à l'heure en coulisses, il n'y a pas de problème, je vais signer votre gilet pare-balles, il n'y a pas de... Ah, Marseille, on a parlé de Marseille. Marseille. Ville de tous les excès. Marseille, vous le savez, c'est cette mosaïque de diversité, de différences, de non-similitudes, d'antithèses, de contradictions, de disparités, de disproportions, de dissemblances, de dissimilitudes, de distances, de distinctions, d'écarts, d'hétérogénéité, d'incompatibilité, d'inégalité, de nuances, de variété. Et là s'arrête mon dictionnaire des synonymes. Emploi. Alors, il paraît que l'inversion de la courbe du chômage est en train de se produire. C'est grâce aux emplois jeunes. Mais c'est une très bonne idée. Alors moi, je suis allé sur le site des emplois jeunes. Il y a des témoignages extraordinaires. C'est aussi un travail de journaliste. Hein. C'est pas que de la bouffonnerie. Hein. Il y a... Attention. Hein. Témoignage de Cindy. Après plusieurs missions de nettoyage, la mission locale lui propose une formation MHL, maintenance et hygiène des locaux, suivie d'une formation SST, sauveur secouriste du travail. C'est vachement bien. Surtout qu'une fois que tu as les 2 diplômes, tu peux fusionner les formations MHL et SST pour obtenir un diplôme MST. Autre exemple, parce qu'il y a plusieurs emplois. Il n'y a pas qu'un... Bien sûr, bien entendu. Alors, Jean, on va prendre un nom d'emprunt. Après une semaine d'essai au sein de la mairie, Jean a fait l'unanimité et signe son contrat dans la foulée. Elle a ainsi déjà participé à plusieurs formations, l'une sur le fonctionnement des collectivités locales et l'autre sur le classement des emails. Ah. Le classement des emails, c'est un métier d'avenir considérable. Attention, c'est que le début. Hein. On prévoit aussi des métiers comme éboueur de corbeilles Windows, redémarreur de PC, manutentionnaire de la touche Caps Lock. C'est sur PC, hein, parce que sur Mac, c'est une autre formation. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Ce qui compte aussi, c'est des métiers d'avenir liés à la sensibilisation aux éco-gestes, animation, conseils. C'est des choses extraordinaires. Alors, tout ça, c'est vrai. Hein. Ambassadeur des économies d'eau, aquaticien. Il y a aussi ambassadeur de la prévention des déchets. C'est-à-dire que tu ouvres une représentation dans un local poubelle et puis tu... Je sais pas, enfin, c'est pas moi. Hein. Alors j'attends encore le grand chambellan du plumeau électrostatique ou le ministre délégué aux traces calcaires. Enfin, c'est très... Enfin, Michel Sapin, il devrait pas faire ministre de l'Emploi, mais chef de file des nouveaux poètes, quoi. C'est pas le successeur de DSK, mais de Salvador Dali, cet homme-là. Enfin... Rome Mania. Ah. Oui, en ce moment, les Roms, t'as l'impression que c'est les Spice Girls. Les Roms qui sont pourtant très utiles à la France, contrairement à tout... C'est insupportable. C'est insupportable. Ils soulignent les gaspillages de France Télévisions. Oui. Bah oui, pourquoi laisser Frédéric Lopez emmener des acteurs à l'autre bout de la Terre avec des moyens considérables, alors qu'il suffit de passer la porte de la chapelle pour vivre une aventure humaine hors du commun? Plutôt que de voir Zabou chez les Inuits du détroit de Bering, ne rêve-t-on pas de voir Jean Roucas chez les Roms de la bretelle de Sarcelles? Oui. Mais bon, il faut que les Roms restent lucides. Hein. Cet engouement, c'est provisoire. C'est un effet de mode, ça peut pas durer. Hein. C'est fragile. Hein. Roms, sachez une chose, vous n'allez pas vivre longtemps sur vos acquis et vos privilèges. Après, Valls a dérapé, c'est sûr. Il a dit les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou en Bulgarie. Alors, déjà leur dire de partir, c'est pas facile. Mais en plus, les humilier en leur expliquant qu'ils ne méritent pas mieux que le Bangladesh européen... Psychologie. Message d'espoir pour toutes les familles qui ont un proche dans une secte. Avec de la volonté, on peut s'en sortir. Merci à toi pour cette leçon de courage, Noël, ma mère. Communication. Matignon a recruté une conseillère en communication pour Madame Hérault. Alors, ça commence à porter ses fruits. Il paraît qu'elle est très à l'aise avec la méthode syllabique. Amour. Alors, un Yéménite est mort après avoir bouffé 5 pilules de Viagra alors qu'il se préparait pour sa nuit de noces. Ah ouais. Ouais. On l'a retrouvé mort sous ce que l'on croyait être une tente. Et dans la même veine,
Un Colombien de 66 ans a été amputé de la verge car il avait surdosé le Viagra. Oh là là. Ouais. Érection qui a duré 5 jours, boum, la gangrène. Alors, tout n'est pas perdu puisqu'avec la peau abandonnée par l'homme, on pourra reconstituer l'organe de la femme. Parce que 5 jours, enfin voilà quoi. Beauté. On a interdit les concours de mini-miss. C'est peut-être mieux pour l'ego de Mimimati. Musique. Patrick Bruel, sifflé et hué par 35 000 personnes lors de l'inauguration d'un nouveau stade à Nice, ce qui enlève quelques préjugés sur les Niçois. Ils ont peut-être la gâchette facile, mais au moins c'est des mélomanes. Alors une bonne nouvelle de la semaine peut-être, on vient de trouver 1,3 tonne de cocaïne dans un avion à Paris. Malgré ce coup dur, saluons le courage des organisateurs d'avoir pu tout de même maintenir la Fashion Week. Alors, pas belle la vie? C'était Gaspard Proust. Comment vous réussi la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h05. Et bien sûr, sur canalplus.fr. Terrien, vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Brahim Takioula, rebonsoir. Vous êtes né le 26 janvier 1982 à Goulmine, une petite ville du Maroc, située à 200 km au sud d'Agadir, aux portes du Sahara. Votre père était paysan et votre mère femme au foyer. Alors à l'école, vous êtes un petit garçon comme les autres, toujours parmi les 3 premiers de la classe. Vous êtes très fort en maths. Vous dites, tout allait bien, j'étais heureux. Toute mon enfance a été très normale comme tous les enfants. Mais dès la fin de l'école primaire, vous entamez une courbe de croissance exponentielle qui vous fait quitter un peu trop vite le monde des petits. À 12 ans, vous mesurez 1,64 m et vous chaussez du 42. C'était encore une taille normale. Ouais, il y avait pas mal de collègues avec moi qui étaient plus grands que moi. Il y avait que vos pieds qui étaient grands à l'époque. Ouais, à l'époque, je prenais les chaussures de mes oncles tout le temps. Ouais. Mais à partir de la 2e année de collège, les premiers symptômes de votre étrange maladie apparaissent. Vous voyez double. Alors, c'est vrai que vous ne savez pas pourquoi, en fait, parce que dans cette petite ville du Maroc, vous dites, il n'y a pas de scanner, il y a juste un appareil de radiologie qui est en panne tout le temps, en fait. C'est vrai. Il n'y avait pas de médecin généraliste, il n'y avait pas de médecin spécialiste. Ils ont dit que c'était une allergie, un truc simple, ça va se passer avec le temps. À 16 ans, vous mesurez 1,93 m et vous chaussez du 45. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à cause de vos problèmes de genoux, vous êtes obligé d'arrêter le basket. Ouais. Vous seriez devenu une énorme star du basket, ça c'est sûr. J'ai commencé à jouer au basket pour un bon moment, mais après, j'avais une blessure au niveau du genou, ça j'ai arrêté. À votre entrée au lycée, vous mesurez 2 mètres. Et le gros problème, en fait, c'est qu'au Maroc, ce sont les mêmes chaises, les mêmes tables, de la primaire jusqu'au bac. Alors en plus des symptômes qu'on a décrits, vous avez des maux de tête atroces. Ah oui. Vous avez des larmes aux yeux tout le temps. La lumière du soleil vous est insupportable. Vous avez des aveuglements. Oui, je dors tout le temps. Ça peut arriver jusqu'à 18 heures par jour. Ah ouais. Je ne supporte pas les rayons du soleil et la lumière, ça, je ne le supporte pas. Ouais. J'ai les larmes aux yeux tout le temps. Alors, allez voir un ophtalmologiste à Agadir, c'est 4 heures de bus. Et pour vous, le bus, c'est insupportable parce que c'est des bus, on est très serrés. Et comme vous mesurez 2 mètres de haut, c'est très compliqué. Ah oui, c'est obligé d'avoir les 2 sièges. Ouais. Et on ne trouve pas toujours 2 sièges. Lors de votre dernière année au lycée, en 2000, vous dépassez les 2,10 m. Alors là, le médecin scolaire est assez perplexe. Il vous envoie à Casablanca chez un endocrinologue. Et on découvre effectivement un taux d'hormones de croissance beaucoup trop élevé. On vous propose de vous opérer, mais vous ne voulez pas être opéré parce que vous n'avez pas tellement confiance finalement dans la chirurgie marocaine. Et surtout, c'est une maladie très très rare au monde entier. C'est ça qui m'a fait peur. Ouais. En plus, c'est une opération au niveau du cerveau aussi un peu. Alors vous continuez à grandir.
Après le bac, vous inscrivez à l'université Ibn Zor à Agadir pour étudier la géographie. En fait, votre truc, c'est les maths. Mais l'avantage de la géographie, c'est que vous pouvez travailler chez vous, sans sortir. Je prépare mes cours à la maison, comme ça, j'évite d'aller tout le temps à l'école. Ouais. En 2005, vous mesurez 2,35 m. Alors là, effectivement, une activité aussi simple que prendre une douche se transforme en véritable exercice de contorsion. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une chaise dans la baignoire et un tuyau de douche qui fait 2 mètres de long. Il n'y a rien adapté. En 2006, vous vous rendez chez un opticien pour changer de lunettes. Et l'opticien vous dit, tu n'en as pas besoin, tu es certainement atteint d'acromégalie. C'est une tumeur bénigne qui est située sur l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande qui est... Entre les nerfs optiques. Voilà. La tumeur pousse sur l'hypophyse et elle produit trop d'hormones de croissance. En fait, c'est ça votre problème. Ouais, c'est ça. Acromégalie, gigantisme. Oui. Voilà. C'est une maladie très, très, très rare au monde entier. Ouais. Alors, en plus, l'hypophyse qui est gonflée par cette tumeur appuie sur le nerf optique et vous donne tous ces troubles visuels dont on parlait. Voilà. Il a même réduit le champ visuel. Là, vous décidez de vous faire opérer. Alors, quand vous arrivez à l'hôpital, évidemment, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de lit à votre taille. Ils m'ont attaché 2 lits comme ça. C'est pour rester à l'aise. Hélas, l'ablation de la tumeur sur l'hypophyse ne fonctionne pas et la seule solution, c'est le traitement hormonal, vous dit-on. Mais les injections coûtent une fortune, vous n'avez pas les moyens, et c'est là que vous décidez d'aller en France, où votre mère habite depuis quelques années. Elle a économisé suffisamment d'argent pour vous payer ces injections qui coûtent une fortune. Ouais, ça coûte 1 500 € l'injection. Ouais. Vous l'avez ruinée, votre mère. Ouais. C'est la vie. Alors en France, on vous réopère. Alors évidemment, le taux d'hormones de croissance baisse, mais il faut continuer les injections. Sinon, vous auriez continué à grandir. Ouais. Vous feriez peut-être 3 mètres aujourd'hui. Je sais pas, mais l'homme le plus grand de l'histoire, il avait 2,62 m. Il a décédé à l'âge de 22 ans. Ah ouais. C'est Robert Wadler. Alors aujourd'hui, vous habitez Pantin, dans un appartement où le plafond est à 2,50 m, donc c'est très compliqué pour vous. Oui, tant qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un appartement adapté à ma taille, j'essaye de m'adapter à l'appartement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enfilez un t-shirt, vous vous cognez au plafond, quoi. Ah oui, pour ranger la chambre comme ça, quand je prends les couilles comme ça, je touche au plafond. Non, le problème, c'est les portes, parce que les portes, là, vous êtes obligé de vous baisser, ce qui fait que vous avez la colonne vertébrale qui a fini par être déformée avec tout ça. Ouais. Vous en souffrez de ça? Ah oui, beaucoup. J'ai mal au dos quand je fais un effort comme ça. Je ne peux pas maintenant marcher en pour elle, longue distance. Vous faites de la gymnastique, non? Non, un peu de natation aussi. Tout. Alors, ce qui est terrible, c'est pour la toilette, la cuisine, la vaisselle. Alors là, vous avez fait surélever tous les meubles chez vous de 20 cm. Hein. Plus de 20 cm, ça fait environ 30 jusqu'à 40. Alors, quant au lit, c'est un lit qui fait 2,50 m. Hein. Ah oui. Pour le lit, je l'ai fait sur mesure au Maroc, je l'ai ramené du Maroc. Parce qu'en France, des lits de 2,50 m, ça coûte une fortune. Ah oui. Ouais. Alors, pareil, pour vos vêtements, ils sont fabriqués au Maroc. Oui, c'est à mesure. Ouais. Alors, les chaussures, c'est terrible aussi, parce que vous allez voir un artisan cordonnier qui vous demande 3 500 €. Vous avez des chaussures qui sont payées par la sécurité sociale? Voilà, ouais. Qui coûtent 800 €. Oui, je suis un podologue. Ouais. Je fais 58. 58. J'ai le record mondial sur le livre Guinness des records. Alors, dans le métro, tout est trop petit pour vous, parce que dans les couloirs, vous cognez contre les gens, les portes, les tourniquets, enfin, c'est infernal. Ouais. C'est pour ça que j'évite de prendre le métro et les transports en commun. Prenez le bus, quoi. Bah oui, le bus. Alors, question voiture, vous ne pouvez pas conduire, parce que vous auriez les genoux qui arriveraient à hauteur du volant, au-dessus du volant même. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de permis de conduire, j'ai pas de voiture, j'aimerais bien avoir une voiture. Alors, vous faites conduire? Chaque fois, je demande quelqu'un de ma famille qui a une voiture. Alors là, vous reculez le siège, vous baissez le dossier, vous vous mettez comme ça. Ouais. Mais vous dites, Brahim, que le plus douloureux, c'est pas la souffrance physique, le plus douloureux, c'est le regard des autres. Ouais, c'est vrai. Vous dites, tous les jours, on se moque de moi. On me traite de girafe, on me traite de monstre.
ne peux pas dire ça vers moi directement, mais je vois ça serrer les regards comme ça avec quelqu'un qui est... Ils ont peur des gifles, regardez les mains. Ou des coups de pied plutôt. Ça vous casse le moral, ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'évite de sortir tout le temps. Comme ça. Oui, en fait, vous sortez pas beaucoup parce que des fois, il vous arrive aussi de faire peur aux gens quand vous sortez. Ça m'arrive parfois, oui, à l'hôpital Cochin. À la sortie de l'ascenseur, il y avait un monsieur à l'intérieur, après l'ouverture. Ouais. C'était la catastrophe pour lui. Il tremble, il transpire comme ça. Alors, c'est pas facile de trouver une femme dans ces conditions, d'autant plus que vous êtes timide en plus. Ouais. J'ai une personnalité timide, c'est pour ça... Il n'y a pas des femmes qui sont grandes comme vous? Non, en France, non. Mais j'ai remarqué aux Pays-Bas, à Amsterdam... Il y a des géantes? Ah ouais. Vous vous mariez avec une géante? Pourquoi pas? Alors, il y a une solution pour vous, évidemment, c'est que vous deveniez une vedette de cinéma. Ouais, ça... C'est que vous jouiez le méchant dans un James Bond. Mais il a l'air gentil, c'est ça le problème. Bah, il peut jouer le méchant, on lui mettra des dents en or. Vous avez déjà joué un peu d'ailleurs avec la bande à Fifi sur Canal? Ouais, j'ai travaillé une seule fois avec la bande à Fifi. Et là, je travaille avec Guinness des records. Ils m'ont invité pour des événements à l'étranger, en Italie, en Suisse, au pays du Golfe. Comme ça me soulage un peu. Pas travailler, c'est dur. Ah ouais, c'est vrai, surtout à l'âge de la jeunesse comme ça, de rester tout le temps à la maison, pas de travail. Vous n'avez pas de travail? Ouais. C'est un peu très oui, difficile. parce que dans un bureau, c'est impossible. Ah ouais. Et votre maman est toujours là? Tout le temps. Ouais. Il souffre avec moi. Parce que je suis le fils aîné. C'est bien d'avoir une maman. Ouais. Merci de votre témoignage. Levez-vous pour voir. Mets-toi à côté de lui. Voilà. Merci de votre témoignage, Brahim. Merci à vous. Et donc, je dis à tous les producteurs, il y a quelque chose à faire avec lui. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir, avec Amanda Lear, au Théâtre des Variétés pour Divina, Patrick Menucci, député maire des Bouches-du-Rhône, pour nous les Marseillais, chez Pygmalion, Yann Moix, pour Naissance, chez Grasset, le livre événement de la rentrée, déjà sélectionné pour les 4 Grands Prix, bravo, Yann Moix. Hop, son album s'appelle Pouvoir, Danger, Respect, Gay. Bravo. Stéphane Rabier, Front National. Et Brahim Takioula, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.